Alors guys, l'étau se resserre. Nous allons continuer notre cheminement sur qui sera le prochain manager de Manchester United. Nous allons également parler de Benjamin Sesko et enfin de transfert côté Manchester. Alors guys, hier je vous avais dit que Thomas Tuchel était out. Je vous avais également dit que Pochettino était out. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'apparemment Southgate serait out. Alors non pas parce que c'est un mais apparemment c'est parce qu'Ineos vient de réaliser que cela va être compliqué niveau calendrier. Masterclass. C'est-à-dire qu'il aura fallu 6 mois pour comprendre que cela va être compliqué niveau calendrier pour Southgate. On sait tous depuis bien fort longtemps que normalement l'Euro devrait commencer le 14 juin, devrait finir le 14 juillet et que le premier match de la saison de Manchester United, de la pré-saison précisément, commencerait le 15 juillet. Alors certes, Southgate c'est un tocard, mais il a quand même de bons joueurs, donc il peut se retrouver en finale. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où il est en finale, il va jouer la finale le 14 et le lendemain, tout de suite, il commence le 15. Brillantissime. Qu'est-ce qu'ils sont perspicaces? Guys, prenons le temps d'applaudir. Parce que là, ce qu'ils viennent de nous faire là, c'est une masterclass. Ils viennent de réaliser 6 mois après que cela va être compliqué niveau calendrier. Masterclass, masterclass. De son côté, hier, on a demandé à David Orstein quels seraient les futurs mouvements de Manchester United. Il a répondu sincèrement, j'ai arrêté de deviner les futurs plans. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que même les décideurs ne savent pas quoi faire. Et en réalité, je pense qu'il a raison. Ils ne savent pas quoi faire. C'est ça le truc. Ils nous ont promis une review, qu'ils allaient analyser les matchs. C'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire en réalité. Nous, on est là, on pense que là, ils sont en train d'analyser les matchs, qu'ils sont en train de regarder Ten Hag, qu'ils sont en train de l'observer à la loupe. C'est juste qu'ils sont indécis. Ineos, vous savez ce que c'est? C'est comme quand vous rentrez dans un supermarché. Vous arrivez dans le supermarché et là, vous arrivez par exemple dans le rayon des chips. Ok? Vous arrivez, vous prenez votre Pringles, bim, et vous croisez quelqu'un qui est indécis, qui est en train d'hésiter entre Lay's, entre Pringles, il ne sait pas quoi prendre. Il est là, il réfléchit. Vous allez, vous faites toutes vos courses et là, vous avez fini, vous repassez dans ce même rayon et vous retombez sur cette même personne. 10 ans après, il est toujours au même endroit, en train de réfléchir. Je prends quoi? Lay's ou Pringles? Je prends barbecue ou original? Vous avez fini vos courses. C'est exactement ce qu'Ineos est en train de nous faire. Ils sont indécis. Et je vous ai dit la dernière fois, l'indécision est une des causes qui mènent à l'échec. Ils ne savent pas quoi faire. On est là en train de tourner en rond, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est grave. Vous voulez un club comme Manchester, vous avez tout fait. À la base, c'était Sheikh Jassim qui venait. Vous avez tout fait pour venir nous bassiner avec vos 25%. Si ce n'est pas pour ne pas savoir quoi faire, c'est problématique. C'est problématique. Donc, guys, on vient d'évincer de l'équation Thomas Tuchel, Pochettino et Southgate. Ça, quand même, je dis Dieu merci. Southgate, ciao, gone, merci. Peu importe la raison, au revoir, merci, au revoir. Donc, il ne reste plus que De Zerbi et Thomas Frank. Thomas Frank, il a un jeu en contre-attaque. Vu comment Ineos s'est exprimé, Radcliffe s'est exprimé, en expliquant qu'il vous avait une vision, un style de jeu qu'il voulait avoir, je ne pense pas que ce soit le jeu de Thomas Frank. Donc je pense que lui aussi, quelque part, même si ce n'est pas officiel, on peut également l'évincer. Il ne reste que De Zerbi. Alors, je suis allé faire des recherches un peu pointues sur De Zerbi. Guys, dites-vous quand même que le gars n'a jamais eu 50% de victoire. Maintenant, c'est vrai qu'il a joué dans des clubs assez bizarres. Beneteau, il avait 24% de réussite, de victoire. Sassuolo, 34%. Par contre, Shakhtar, il a eu 84%. Donc au Shakhtar, il a eu quand même pendant un an 84%. L'année dernière, il avait 47% avec Brighton et cette année, il a 39%. Donc c'est-à-dire ce sont des chiffres quand même… Maintenant, on va prendre le point assez important qui dit que
il a joué avec des équipes très moyennes. Et donc forcément que quand tu joues avec une équipe très moyenne, il faut rencontrer des Manchester aller-retour, des City aller-retour, des Chelsea aller-retour, des Liverpool aller-retour. Donc ouais, forcément, cela ne va pas jouer en ta faveur. Mais c'est quand même quelque chose que je voulais préciser. Et je suis allé également regarder quelques chaînes YouTube de fans de Brighton qui disent qu'en fait, quand ça marche, c'est juste magnifique, le jeu des Zerbi. Quand ça marche, c'est juste splendide, c'est spectaculaire. Mais parfois, c'est désagréable de venir prendre 3-0 à domicile, sachant que c'est une équipe qui est largement à ta portée. C'est ce que certains ont dit. Donc, il ne reste que des Zerbi, guys. Moi, je pense, voici ma conclusion, je pense que finalement, l'étau se resserre, il n'y a plus de poissons dans l'eau, on va rester avec Ten Hag. Je pense que c'est juste comment on va l'annoncer. C'est juste ça qui manque, je pense. Je pense que maintenant, c'est bon. Les premiers coachs sont sortis, il reste des Zerbi, mais bon, je pense que voilà, sinon… et en plus, il y a un autre point, des Zerbi, je pensais que derrière, il allait quitter Brighton et que ça allait être gratuit, mais en fait, il y a quand même un montant à verser à Brighton. C'est-à-dire qu'il faudra donner 8 millions d'euros. À la base, c'était 15 millions, mais le fait que derrière, ils se sont mis d'accord pour se séparer, il reste quand même un montant significatif de 8 millions à donner à Brighton. Donc, dans le cas où on doit se séparer de Ten Hag, non seulement il faudra payer 7,5 millions à Ten Hag, mais également payer 8 millions à Brighton, ça fait 15 millions. Sans parler du cas Ashworth qui nous attend loin derrière. Donc, conclusion pour moi, je pense que Ten Hag va rester. Alors maintenant, l'équation, c'est est-ce que Ten Hag va vouloir rester? Si on reprend l'énigme de la fiancée, est-ce que la fiancée va vouloir de vous? Vous êtes allé papillonner dans le monde entier, vous êtes revenu. Est-ce qu'elle va vouloir de vous? Alors, je vous dirais oui pour deux raisons. La première, c'est que visiblement, elle tient à vous, elle vous aime. Donc Ten Hag aime le club. Je pense qu'il a cœur de bien faire. Et de deux, il y a quand même 7,5 millions sur la table. C'est-à-dire que si jamais elle décide de vous quitter, elle abandonne 7,5 millions. Alors que si c'est vous qui la quittez, si c'est vous, vous êtes allé papillonner, vous êtes allé chercher une autre fiancée, vous lui avez promis que dans le cas où vous trouvez une compensation, donc quelqu'un de meilleur qu'elle, vous allez lui donner une compensation. Vous allez lui donner 7,5 millions. Donc, pour deux raisons, elle sait que de 1, elle vous aime, et de 2, il y a 7,5 millions sur la table. Donc 7,5 millions de raisons pour rester. Donc pour les gens qui me disent qu'il faut qu'il parte, je comprendrai bien sûr pour son ego, mais en même temps je comprendrai également pourquoi il va rester. On parle de 7,5 millions sur la table, s'il vous plaît. Donc conclusion, je pense que ce n'est juste pas encore officiel, mais je pense qu'on a tourné en rond, on est parti papillonner. On s'est malheureusement rendu compte que notre fiancé, c'est notre fiancé, et que voilà, nous allons sceller le mariage. Donc je pense que, guys, Ten Hag va rester. Ça, c'est mon analyse personnelle. C'est personne d'autre, c'est mon analyse, c'est ce que j'ai décrété. Maintenant, c'est juste comment est-ce qu'on va annoncer la nouvelle à Ten Hag, comment est-ce qu'on va annoncer la nouvelle aux fans. Est-ce qu'il faut prolonger Ten Hag? Est-ce qu'il faut le garder comme ça? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et je pense que c'est là où nous en sommes. Passons maintenant sur le cas Benjamin Sesko, un joueur qui a été supervisé par Arsenal, Chelsea, Tottenham et nous-mêmes. Ça, c'est juste pour mentionner les clubs de Première Ligue. Benjamin Sesko a décidé de prolonger l'aventure avec Leipzig. Leipzig, voulant en faire sa star, a décidé de lui proposer un contrat assez juteux, un contrat qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Conclusion, il va rester avec eux. De toute façon, vu le prix demandé par Leipzig, 70 millions, nous ayant acheté l'année dernière Højlund à 75 millions, est-ce que réellement on pouvait se le permettre? Est-ce que réellement on pouvait encore acheter consécutivement un deuxième attaquant au même prix, 70 millions? Je pense que non. En réalité, je pense qu'on passait devant une boutique de Rolex, on a vu une belle femme dans la boutique, on est rentré en prétendant qu'on avait les moyens, mais en réalité, on savait très bien que non. Donc, conclusion, de toute façon, dès le début, nous, on était hors course. Le petit hic, c'est que maintenant, ces mêmes clubs, Arsenal, Chelsea et Tottenham, vont se rapatrier maintenant sur d'autres cibles. C'est ça le petit hic. Et là, il y a des sources qui disent que apparemment, Ivan Toney est en train de se rapprocher fortement de Tottenham. Arsenal n'était pas intéressé. Maintenant, on parle de Tottenham. Si Sesko était allé à Tottenham, ça allait faire un concurrent en moins.
Là maintenant, du fait qu'il prolonge, ça nous gâte un peu nos business parce que là maintenant, on doit faire en face encore aux mêmes concurrents. Conclusion, on va encore aller à la pêche tous ensemble. Arsenal étant une équipe qui a fini deuxième derrière City à 1 point, il leur manque un attaquant, ils jouent en Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut concurrencer avec eux? Je dirais non. Chelsea est une équipe ruthless, bien qu'il soit en Conference League, c'est une équipe impitoyable qui ne badine pas. Est-ce qu'on peut concurrencer avec eux? Non, parce que nous, on est toujours en train de vouloir régler la situation de notre coach. Et là, on parle d'Evan Toney à Tottenham. Dominique Solanke va probablement aller à Arsenal. Conclusion, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il reste? Pas grand-chose. Donc, la situation des attaquants, guys, devient perplexe, devient assez compliquée. Est-ce qu'on va avoir un attaquant? Est-ce qu'on va avoir un... Ce qu'il faudrait, c'est un attaquant de métier. Un Evan Toney, 28 ans, ou un Dominique Solanke. Maintenant, est-ce qu'on pourra l'avoir? Je répète, Evan Toney est en train de se rapprocher fortement de Tottenham. Le problème étant, c'est qu'on tourne en rond, on ne peut rien faire. De la même manière qu'on a laissé Tosin aller à Chelsea, est-ce qu'on peut aller dire à Evan Toney, non, laisse tomber, Tottenham va en Europa League, nous sommes également en Europa League, viens chez nous, viens, marhaba bikoum, viens chez nous. Est-ce qu'on peut lui dire ça? Non, puisqu'on n'a toujours pas réglé la situation de notre coach. On est en train de tourner en rond, masterclass Ineos. Conclusion, est-ce qu'on va avoir un attaquant? Je ne sais pas. Mais dans le cas contraire, guys, nous avons le petit Whitley. Est-ce que Ten Hag va lui faire confiance? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, la pêche aux attaquants, guys, s'annonce très, très, très délicat. Et enfin, j'aimerais parler des indésirables. Des joueurs auxquels, normalement, on devrait leur montrer la porte, la sortie. C'est vrai que nous sommes toujours en mode statu quo concernant le manager. Ok. C'est vrai que également nous rencontrons des difficultés financières, ce qui veut dire que pour faire venir des joueurs lors de ce mois de juin, ça va être compliqué. Mais où en sommes-nous avec des joueurs qui devaient partir? Je parle notamment de Casemiro. Si là actuellement la question du manager n'a pas été réglée, si nous sommes toujours en train de tâtonner pour faire venir des joueurs, qu'est-ce qui nous empêche là actuellement de négocier rapidement avec un club d'Arabie Saoudite? Bam, 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 bim, pom, 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 pam, pim, pom. Casemiro, bye bye, merci, au revoir. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est-à-dire que nous sommes en train de stagner dans tous les sens du terme. Je suis désolé. Certains parmi vous, guys, et je dois les applaudir, sincèrement, certains parmi vous trouvent la force d'être optimiste. Moi, j'y arrive pas, sincèrement. Beaucoup d'entre vous, vous me dites, ouais, franchement, on va faire un bon mercato, j'ai confiance. Et honnêtement, je tiens à saluer ça. Et c'est pas de l'ironie, hein. Franchement, c'est pas de l'ironie. Je tiens à applaudir parce que vous arrivez quelque part à trouver cette force en vous pour être optimiste. Et j'aime bien voir ces commentaires parce que moi, je sais que généralement, d'habitude, je suis quelqu'un de pas optimiste, pas pessimiste, mais je vais dire au milieu. Mais donc, lire parfois des messages assez optimistes, ça me dit, waouh, ça fait plaisir. Donc certains parmi vous, vous me dites, ouais, je suis sûr que Ineos va faire un bon mercato. Et c'est bien, parce qu'on a besoin de ce genre de choses. Moi, personnellement, j'ai besoin de ce genre de choses. Parfois, je me dis, je suis down et j'ai besoin de vos commentaires là pour un peu m'élever moralement. Mais honnêtement, moi, je me dis, on est en train de stagner partout. Qu'est-ce qui nous empêche là maintenant de discuter avec Al Hilal, de discuter avec El Nasr, Casemiro, 50 millions, merci, au revoir. Qu'est-ce qui nous empêche de vendre Bissaka? Apparemment, Bissaka, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y a un club, Galatasaray, mais je pense que c'est faux. Galatasaray nous a fait une proposition apparemment 21 millions pour Bissaka et McTominay. LOL. LOL. Je pense pas que ce soit vrai. Après, vu que nous avions des pigeons à l'époque, Woodward c'était un pigeon, Richard c'était un pigeon, Arnold c'était un pigeon, Murto c'était un pigeon. Je viens de réaliser que Arnold et Richard, c'est deux pigeons, c'est la même personne. Bref, vous avez compris, ce sont des pigeons. 21 millions pour McTominay et Bissaka, c'est une blague. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est le plat partout. Et franchement, moi, j'ai du mal à être optimiste. Parce que là, on est là, 2 semaines après que nous ayons gagné la FA Cup.
rien ne change. Rien ne bouge. On vient, on lorgne, on fait les lèche-vitrines, on repart. Nous sommes ceux, qui n'ont pas un seul sou dans les poches. Rien. Vous allez pendant les soldes, regardez. Vous allez lorgner. C'est ça qu'on fait en général. Mais on n'arrive même pas à vendre ce que l'on a. Parce que si on n'a pas d'argent, pour moi, l'idéal, je me suis dit, Ineos, ils vont être ruthless. Ils nous ont mis Berada, ils nous ont vendu du feu. Alors moi, je me suis dit, ce mercato-là, ça va aller vite. Je pense toujours quand même qu'on va faire un mercato décent. Et je sais que je suis impatient, je le reconnais fortement. Mais en tout cas, je me pose des questions. Nous sommes en juin, l'euro va bientôt commencer. Ça veut dire que les lignes de l'offre, si jamais on veut les vendre, ça va être compliqué. La Suède fait partie, bien sûr. Donc ça va être compliqué. Bissaka, compliqué. Casemiro, compliqué. Il y a la Copa aussi, même si Casemiro n'a pas été retenu. Qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est une question honnêtement qui est en train de me grinter petit à petit. Et je tenais sincèrement à vous la poser. Qu'est-ce qu'on attend? On est là en mode poids mort. On ne sait pas s'il faut reculer, on ne sait pas s'il faut avancer. J'espère vraiment que les choses vont se décanter le plus rapidement possible. Mais quand même, je tenais à vous faire part de mes inquiétudes. Guys, comme d'habitude, merci d'être arrivé jusque-là. Merci énormément. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.